travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, comment un foyer familial est-il devenu une maison de l'horreur? Oh mon Dieu, écoutez le bruit. Quand on voit une explosion dans un quartier calme de Californie, on pense tout de suite à un laboratoire de méthamphétamine. Et un gros. Voici un homme avec un crâne d'acier. Il finit par se relever. Comment peut-il aller bien après un tel choc? Et des nuages robotiques Oh mon Dieu! sur le point de faire régner la terreur. Il change constamment de forme. Il est malléable et reste en mouvement. Il s'agit probablement d'une technologie dont le grand public n'a aucune connaissance. Des phénomènes étranges, C'est pas vrai! des mystères ont été filmés. C'est hallucinant! Que cachent ces étranges vidéos? Nous sommes dans la ville d'Ontario, une banlieue calme à l'est de Los Angeles en Californie, le 16 mars 2021. En début d'après-midi, les habitants entendent une petite explosion et l'un d'eux commence à filmer. C'est un quartier résidentiel et quelque chose doit être en train de brûler. On voit un peu de fumée. Il y a une femme debout en train d'observer la fumée. Tout à coup, Ah, bon sang, ce bruit! L'explosion est puissante et assourdissante. C'est incroyable. paniqués, les passants courent pour sauver leur vie, tandis que le sol tremble sous leurs pieds. Puis retentit un bruit semblable au tir d'une mitrailleuse, Oh mon Dieu! suivi d'un énorme nuage de fumée s'élevant dans le ciel. C'est une très grosse explosion. J'entends l'alarme d'une voiture. Ce qui veut dire que l'onde de choc a été assez puissante pour bouger le véhicule. Ce devait être terriblement violent. Que s'est-il passé? C'était une journée banale, et boum, on se retrouve au milieu d'un champ de bataille. L'historien californien Craig Gottlieb pense qu'une personne de ce quartier respectable jouait à l'apprenti chimiste. Quand on voit une explosion dans un quartier calme de Californie, on pense tout de suite à un laboratoire de méthamphétamine. Et un gros. Les éléments utilisés dans la fabrication de meth sont en vente libre. Donc on retrouve des labos un peu partout. Une épidémie de drogue frappe les États-Unis. Des stupéfiants et du fentanyl illégal se répandent dans le pays à une vitesse alarmante. Dans la série télévisée Breaking Bad, le professeur de chimie Walter White gagne plus de 80 millions de dollars par an en fabriquant de la meth. La police américaine affirme que ces chiffres sont réalistes. Il n'est donc pas surprenant que des imitateurs tentent d'en faire autant. Le problème avec la méthamphétamine est qu'on peut en fabriquer presque n'importe où. C'est très simple. Mais les ingrédients sont extrêmement dangereux. De nombreux composés organiques volatiles sont utilisés. Et vous avez peut-être même l'un d'eux chez vous, l'acétone. On l'utilise comme diluant à peinture. Il est explosif et hautement inflammable. Dans un environnement non contrôlé, avec des personnes irresponsables, le résultat peut être explosif. À Perth, en Australie occidentale, le 11 septembre 2021, une maison est détruite lorsqu'un laboratoire clandestin de méthamphétamine explose, brûlant grièvement un homme. Tout le monde sait que la meth est dangereuse, mais la fabriquer l'est tout autant. Et lorsqu'on joue à l'apprenti chimiste, il n'y a pas que les produits chimiques qui sont dangereux. Cette vidéo est intéressante parce que ce n'est pas juste une énorme explosion,
avec un nuage en champignons. Et il y a aussi ce bruit qui ressemble à des coups de feu. Détruire le laboratoire d'un rival est courant pour les criminels sans merci, qui tentent d'accaparer le commerce du trafic de drogue. Et ce commerce vaut 150 milliards de dollars aux États-Unis. Cette vidéo a été filmée dans la ville d'Ontario, en Californie. Le problème est présent dans tous les États-Unis. L'expert en pyrotechnie d'Hollywood, Matt Gutcher, a 35 ans d'expérience dans le domaine des feux et des explosions, et il a une autre théorie. La vidéo lui rappelle une catastrophe de 2012. En 2012, la ville de San Diego préparait des feux d'artifice pour la fête nationale. Le spectacle devait durer 18 minutes, mais tout a explosé en 15 secondes. Un problème de programmation informatique a provoqué l'allumage simultané de 3 tonnes de feux d'artifice. Comme si une porte vers l'enfer s'était ouverte sur la baie de San Diego. Regarde les flashs, le bruit et toute cette fumée. On dirait un quartier résidentiel. Je croyais que les feux d'artifice étaient illégaux en Californie. Ils le sont. Peut-être que quelqu'un les stockait illégalement, peut-être à l'intérieur d'une maison. La question est, des feux d'artifice dans une maison peuvent-ils provoquer une telle explosion? Possible. Essayons de reproduire ça. Dans un lieu sûr, Matt et son équipe se mettent au travail. La clé ici va être de tous les allumer en même temps. D'accord? Matt ajoute de longues mèches sur ses 22 kilos de feux d'artifice pour ainsi synchroniser les détonations et recréer l'incident d'Ontario. Réunis-les toutes. Les feux d'artifice prêts, l'équipe crée une mèche principale. Vas-y, fiston, verse l'accélérateur. Ça doit être homogène jusqu'à gauche. Bien. C'est toi qui l'allumes. Parce que tu cours plus vite que moi. Voilà, c'est bon. Prépare-toi. Tu vas attendre mon signal. Prêt? Vas-y, allume, fiston. Allez, on recule vite. Dépêche-toi. Vite. À Ontario, en Californie. Une explosion mystérieuse ravage une maison. En visionnant ces images, on remarque 2 parties distinctes de l'incident. Au début, c'est calme et ça fume. Puis, viennent des centaines d'explosions. Oui, ce sont tous ces bruits et ces flashs. Ouais. L'expert en pyrotechnie, Matt Gutcher, pense que l'explosion a été provoquée par l'allumage d'une immense cache de feux d'artifice illégaux. Il prépare une expérience pour recréer l'explosion et prouver sa théorie. Ces expériences sont faites par des professionnels avec 35 ans de métier. Ne les reproduisez pas. Tu vas attendre mon signal. Ouais. Vas-y, allume, fiston. Allez, on recule. Vite. Dépêche-toi. Les mèches s'allument toutes simultanément. Et... Ça s'arrête quand? Ça, c'est un beau feu d'artifice. En quelques secondes, 22 kilos de feux d'artifice ont semé le chaos dans l'entrepôt de 30 mètres de haut et 36 mètres de large. La même explosion à l'intérieur d'une maison serait mortelle. C'est complètement fou. C'est ce qu'on a vu sur la vidéo. C'était des feux d'artifice cachés. Le trafic de feux d'artifice illégal est un commerce à plusieurs millions de dollars.
La loi sur les feux d'artifice varie d'un État à l'autre aux États-Unis. Donc, ça peut être illégal en Californie, mais légal dans un État voisin. Ce qui veut dire que les gens peuvent traverser la frontière pour en acheter, puis rentrer chez eux pour les revendre. Mais avant de les revendre, il faut les stocker. Et il n'y a pas de réglementation, ce qui s'avère très dangereux. La police déclare que l'explosion d'Ontario a causé la mort de 2 personnes dans la maison, ainsi que plus de 3 millions de dollars de dégâts sur les propriétés voisines. Selon les pompiers, elle a été provoquée par une quantité considérable de feux d'artifice. Les réglementations sur la vente de feux d'artifice existent pour une raison. Ce sont des explosifs. Et en stocker autant sans mesure de sécurité ne peut mener qu'au désastre. Ce qui fait peur, c'est que dans n'importe quel quartier résidentiel, une maison pourrait exploser. Ce qui devait être de l'argent facile a fini par tourner à la catastrophe. Les jeudis. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Des phénomènes inexpliqués mettent vos croyances au défi. Je commençais à entendre des voix très dangereuses. J'ai senti une grosse décharge électrique dans mon dos. Mon cerveau ne pouvait concevoir ce qui était arrivé. Elle n'est plus là. Elle a disparu. Ça n'a aucun sens. Les jeudis paranormaux, dès 19h30, à Canal D. Nous sommes à Londres, en Angleterre, dans la station de métro Knightsbridge, située sous les célèbres boutiques Harrods. En juin 2016, un voyageur filme le quai en attendant l'arrivée du métro. Ce qu'on voit dans cette vidéo est une situation très basique. La personne est simplement dans le métro londonien. La vidéo semble banale, mais lorsque le voyageur la visionne, il remarque un mouvement inexplicable dans l'obscurité. Il y a quelqu'un dans le tunnel. En un clin d'œil, cette ombre étrange passe par-dessus la barrière de sécurité et s'enfonce dans l'obscurité. L'ancien analyste d'images de la police, Connor McCourt, examine les images pour vérifier s'il s'agit d'un défaut de l'appareil ou d'une illusion d'optique. Il n'y a que quelques images du sujet en question. Mais si on revient un peu en arrière, on peut voir juste ici ce qui ressemble à une tête et probablement un bras tendu. Et si on avance un peu, on peut voir ce qui pourrait être une jambe. Il semble s'agir d'une forme humaine. Sur un quai de métro londonien, un voyageur filme une mystérieuse apparition avec son téléphone. On y voit une ombre, avec ce qui semble être une tête, des épaules et un dos un peu voûté. En voyant la silhouette macabre, l'historien Tony McMahon pense à une mystérieuse légende du métro de Londres. Si vous voyagez entre les stations Holborn et Tottenham Court Road sur la ligne centrale, et que vous regardez par la fenêtre, vous pourrez observer le quai abandonné du British Museum, une station fermée depuis des dizaines d'années. Elle a fermé en 1933, suite à l'agrandissement de la station Holborn, située à seulement 100 mètres à l'est. Cette station a été abandonnée, mais la légende d'un passage secret a perduré. Depuis la station, ce passage mènerait directement à la galerie égyptienne du musée. La collection du British Museum regroupe plus de 8 millions d'artefacts provenant du monde entier. Et dans la galerie égyptienne se trouve l'un de ses objets antiques les plus célèbres, la momie maudite. On pense que son sarcophage a 3000 ans et a été fait pour accueillir le corps d'une prêtresse du culte d'Amon-Ra. Amon-Ra est un hybride de 2 différents dieux égyptiens. Amon, créateur de l'univers, et Ra, dieu du soleil. Le British Museum récupère le sarcophage de la prêtresse en 1889 et il semble être accompagné d'une malédiction. Peu de temps après l'arrivée de ce sarcophage au British Museum,
Une série d'événements très étranges et inquiétants a eu lieu dans le musée. Le personnel signale des bruits, des sanglots, des gémissements et des martèlements, mais aussi un sentiment de terreur à proximité du sarcophage. L'esprit de la prêtresse aurait utilisé le passage secret pour s'échapper du musée. L'histoire raconte que la prêtresse s'est échappée du musée et rôde désormais dans la station de métro désaffectée pour la hanter. En 1935, 2 ans après la fermeture de la station du British Museum, 2 femmes ont mystérieusement disparu à la station Holborn, la station voisine. Les témoins disent avoir entendu des gémissements étranges et fantomatiques lorsque la femme a disparu. Puis on a découvert des symboles étranges sur les murs. Une hypothèse a vu le jour. La prêtresse pourrait être responsable de la disparition de ces femmes. Les images ont été filmées à 5 arrêts de la station abandonnée du musée. Mais l'anthropologue Deborah Hyde découvre d'autres rumeurs de meurtres non résolus dans les années 60 dans le métro londonien. Ils auraient été commis par un groupe d'ouvriers devenus fous après avoir été piégés dans les tunnels. La rumeur d'une société de troglodytes vivant dans le réseau souterrain a commencé à se répandre. L'histoire raconte que ces ouvriers seraient confinés sous terre, incapables d'affronter la lumière du jour et auraient fini par devenir cannibales. Ils enlèveraient des voyageurs pour les manger. La police n'avait aucune piste jusqu'à ce qu'un groupe de dépanneurs se fasse attaquer dans les tunnels par un homme barbu et sauvage, selon leur dire. Cet homme est sorti du tunnel comme un sauvage en grinçant des dents, mais les ouvriers ont réussi à le repousser à coups de hachette. L'homme est reparti dans les tunnels du métro et personne ne l'a revu. Il semble étrange que des humains choisissent de vivre dans le métro londonien, qui peut atteindre jusqu'à 58 mètres de profondeur. Mais Tony McMahon découvre que cet événement s'est produit aux États-Unis après la construction du métro de New York en 1904. Les habitants de New York s'installaient sous terre pendant la Grande Dépression pour survivre à l'hiver. Je vivais à New York étant enfant et il y avait des campements dans un tunnel du métro. On y voyait plein de tentes installées. On l'appelait le tunnel de la liberté et ses habitants les taupes. S'il y avait des communautés souterraines à New York pendant mon enfance, il est possible que ces campements et ces communautés existent également dans les tunnels de Londres. Cette vidéo pourrait être la première preuve que quelqu'un vit là, en dessous. Plus de 11 000 sans-abri vivent à Londres, où la température peut atteindre -5 degrés en hiver. Mais chercher refuge sous terre pourrait être plus dangereux que le froid en surface. Une chose est sûre, personne ne doit jamais être sur les rails ou dans les tunnels. Je vous jure que j'ai la boule au ventre. Les Marty. Je n'y croyais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus effrayant dans ce boulot? L'incendie était-il délibéré ou accidentel? C'est une scène épouvantable. Traverser l'océan a toujours été périlleux. Un 737 s'était écrasé. Il était important de bien comprendre ce qui s'était passé. Attention! La mer est déchaînée. Je commets peut-être une terrible erreur. Les Marty catastrophes, dès 20h, à Canal D. Nous sommes dans la province de Long An, au Vietnam. En décembre 2019, des caméras de surveillance filment la circulation. On y voit une intersection assez fréquentée. Il y a des motos qui passent un peu partout. Puis... Mais c'est fou! Regardez ce motard. Sa tête a frappé contre la vitre et c'était violent. Il est au sol, inconscient. Le motard gît immobile sur le bitume lorsque soudain... Et il finit par se relever. Comment peut-il aller bien après un tel choc? Il ne porte même pas de casque. Par miracle, l'homme ne trébuche qu'une fois avant de remonter sur sa moto et redémarre.
Le conducteur de la camionnette descend parce qu'il doit penser que le motard est mort. Il fait le tour de son véhicule et au même moment, le motard repart comme si de rien n'était. Inquiets, les témoins regardent l'homme apparemment sain et sauf s'éloigner à toute vitesse. Aucun d'entre eux n'en croit ses yeux. Il porte juste un t-shirt, un short et des tongs. Il n'a aucun équipement de sécurité. Si j'étais à sa place, j'aurais fini en sang avec tous les os cassés. Je vois ces images, mais je n'y crois pas. C'est comme un film de zombies. Ils meurent, et puis ils se relèvent d'un coup. Au Vietnam, une caméra a filmé un violent accident de moto. L'homme est sonné au sol pendant quelques secondes, puis il se relève en un éclair et repart sur sa moto. La vidéo évoque à l'ingénieur Nick Householder un célèbre accident de voiture de 2003. Le pilote d'IndyCar, Kenny Brack, a été victime d'un des plus gros accidents connus. Il pilotait à 320 km/h et a percuté un rail en acier. Un capteur dans son véhicule a enregistré un impact de 214 G. C'est la plus grande force d'impact jamais mesurée à laquelle un humain ait survécu. Dans l'accident, Kenny Brack se casse le sternum, le fémur, des vertèbres et 2 chevilles. Il survit, mais sa carrière automobile est terminée. La voiture de Kenny Brack était pleine d'équipements de sécurité qui lui ont permis de survivre. Mais l'homme de cette vidéo n'a même pas de casque. J'aimerais savoir quelle force a subi sa tête lorsqu'elle a tapé contre la camionnette. Nick Householder prépare une expérience dans son atelier. J'ai créé un simulateur d'accident de la route. J'ai ici un élastique que je vais utiliser pour propulser la tête à la même vitesse que dans l'accident. De l'autre côté, j'ai une plaque métallique qui représente le côté de la camionnette sur laquelle l'impact a eu lieu. Ça, c'est une réplique de tête humaine. Elle est faite en silicone et remplie de mousse expansive. C'est un peu souple, comme une vraie tête. J'ai maintenant besoin de savoir quelle force elle va subir pendant ma simulation d'accident. Pour ce faire, j'ai ce qu'on appelle un indicateur de force G. Ce sont ces autocollants. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les coller derrière la tête et ils vont mesurer la force de l'impact. J'ai l'indicateur de 100 G et de 50 G. Le fonctionnement est simple. Ces petites zones blanches possèdent une poche de colorant. Si elles se brisent et libèrent la couleur, c'est que la force d'impact a dépassé le chiffre indiqué sur l'autocollant. Les indicateurs de choc ont été inventés pour signaler les dégâts sur le courrier et les colis. Mais Nick les utilise pour son simulateur. Si l'indicateur 50G se déclenche, la tête est blessée. Si c'est l'indicateur 100G, c'est la commotion, voire la mort. Nick Householder estime que la moto roulait à une vitesse d'environ 50 à 60 km/h. Il tend son élastique pour reproduire le mouvement de la tête du motard. Allez, voyons ce que ça donne. C'est parti. Bonne chance, l'ami. Nick tire l'élastique jusqu'à la longueur voulue. Ça devrait représenter 50 km/h. La tête percute à pleine vitesse la plaque métallique. En examinant la tête, on voit que l'indicateur 50G est déclenché. Ce qui veut dire que la tête a subi plus de 50 fois la gravité de la Terre à l'impact. On remarque également que l'indicateur 100G n'est pas déclenché. Ça signifie que la tête a été secouée, mais elle n'a pas forcément de commotion. Il est donc possible de se relever après un tel impact. Mais le mouvement de la tête en silicone est moins violent que celui de la tête du motard. Cette fois, augmentons la vitesse. Nick tire l'élastique de 15 cm supplémentaires pour que la tête avoisine une vitesse de 60 km/h.
La tête s'écrase contre la plaque à une vitesse bien plus élevée, reproduisant la vidéo vietnamienne à la perfection. Wow, c'était puissant. Regardez ça. L'indicateur 100G s'est déclenché. Ça veut dire qu'une commotion ou de graves lésions cérébrales sont inévitables à une telle vitesse. Selon moi, c'est ce qui est arrivé à l'homme de la vidéo. Je ne comprends pas comment il a pu se relever et s'en tirer. L'expert militaire Martin Morgan pense que le rétablissement hors norme du motard indique que ce n'est pas un homme ordinaire. Les forces spéciales de l'armée populaire vietnamienne sont soumises à un entraînement physique très rigoureux. Ces hommes sont coriaces. Ils font des choses extrêmes, comme sauter de 2 mètres de haut sur des morceaux de verre, pieds nus. Lors d'un autre exercice, ils s'allongent sur des pointes et on pose une brique sur leur torse avant de la casser avec une masse. L'homme de la vidéo a peut-être été entraîné pour encaisser une collision de cette violence. Les forces spéciales du monde entier utilisent la douleur pour endurcir leurs recrues. La douleur est le mécanisme de défense du corps humain. Les nerfs envoient des signaux au cerveau pour que l'individu arrête ce qu'il fait et ne se mette pas en danger. Mais pour un soldat, être entraîné à ignorer ses réactions naturelles et poursuivre le combat peut faire la différence entre la vie et la mort, ou la victoire et la défaite. Cet homme est peut-être un militaire, ce qui expliquerait qu'il ait pu se relever après un tel choc, alors qu'une personne normale n'aurait pas pu le faire. Mais la journaliste Linda Rodriguez Macroby pense qu'il s'agit d'une technique de survie primitive qui sommeille en chaque être humain. Il est plus probable que nous soyons témoins des effets du choc sur le système nerveux. Après une blessure grave ou un violent choc, le corps va libérer un grand nombre de substances neurochimiques, comme l'adrénaline. Lorsqu'une personne a une grosse montée d'adrénaline, elle peut littéralement réaliser l'impossible. L'adrénaline est une hormone libérée par les glandes surrénales. Elle déclenche la réaction combat-fuite. En accélérant le flux sanguin et en y envoyant des sucres, l'adrénaline stimule le corps pour le préparer à combattre un ours ou fuir une inondation. Vous avez dû entendre des histoires de personnes soulevant une voiture sous l'effet de l'adrénaline. Compte tenu de ça, la vidéo n'est pas si étrange. Mais quand l'effet de l'adrénaline s'estompe, le corps peut vite s'écrouler. L'adrénaline peut donner l'impression que vous allez bien, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Et lorsque l'adrénaline ne fait plus son effet, le problème qu'elle camouflait refait surface. Il est tout à fait possible que ce motard se soit écroulé 2 rues plus loin. Quoi qu'il lui soit arrivé, j'espère qu'il va bien. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Nous sommes à Goose Creek, en Caroline du Sud, le 30 juin 2021. Shaneka Joyner et sa fille de 6 ans, India, attendent à un feu rouge sur l'autoroute 52. Lorsqu'elle remarque quelque chose d'étrange dans le ciel. Shaneka commence à filmer avec son téléphone. Oh mon Dieu! C'est quelque chose. Je le vois. On dirait un petit bout de nuage qui se déplace à sa guise. Il va dans le sens inverse des autres nuages. C'est très étrange. Shaneka peine à filmer ce nuage rapide. Je ne sais pas où il va. C'est un vaisseau? Regarde! La mystérieuse entité semble changer de forme sous leurs yeux. Je n'ai vu ça que dans des films de science-fiction. Qu'est-ce que c'est? Peu importe ce que c'est, cette chose semble se déplacer d'elle-même. On ne voit pas de moteur à l'arrière, pas d'hélice ou de propulseur. Cette chose semble glisser dans les airs. Filmé par un téléphone à Goose Creek, en Caroline du Sud, un étrange nuage se déplace rapidement face au vent. Qu'est-ce que c'est?
La première question que je me pose est, qu'est-ce que c'est? Est-ce vivant? Est-ce d'origine humaine? Est-ce solide? Grâce au ciel bleu, on distingue que l'objet est de couleur blanche. Mais il semble ensuite changer de couleur et s'obscurcir. Le physicien Michio Kaku cartographie la zone et découvre une grande installation militaire proche de Goose Creek. Il y a une base militaire à proximité. Et ils y font des recherches sur des dispositifs expérimentaux. Goose Creek est très proche de Joint Base Charleston. C'est une immense base de l'armée des États-Unis, d'environ 8000 hectares. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'hypothèse où l'objet de cette vidéo proviendrait de la base militaire, alors il s'agit probablement d'une technologie dont le grand public n'a aucune connaissance. Et il existe une technologie de pointe qui pourrait expliquer les changements de forme de l'objet de la vidéo. Un concept nommé Claytronics. Les scientifiques tentent de créer ces catomes, des atomes robotiques programmables et générés par ordinateur. Ils auraient le potentiel de changer à jamais notre vie. Comme le dit Arthur Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. La personne qui contrôlera ces milliards de catomes robotiques possédera les pouvoirs d'un génie de conte de fées. Une simple commande informatique et il pourra créer littéralement ce qu'il veut. Les prototypes utilisent des aimants pour s'attirer, créer des liens et les rompre. Ils peuvent ainsi se déplacer, ce qui permet à ces objets de créer différentes formes. Imaginez, des milliards et des milliards de micropuces. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour modifier la charge électrique et toutes ces puces de taille microscopique se rassemblent dans la forme voulue grâce au programme informatique. Pour les hôpitaux, les chantiers et évidemment l'armée, si vous avez suffisamment de micropuces, il est possible de les transformer en un appareil de défense. Et l'armée a également prévu d'envoyer ce dispositif dans les airs, en guise d'arme mortelle. Le centre de recherche principal de l'armée des États-Unis, connu sous le nom de l'Agence pour les projets de recherche avancés de défense, travaille sur un projet de poussière intelligente. C'est l'idée du Claytronics, mais pour un usage aérien. La poussière intelligente est composée de milliers de particules de poussière qui flottent dans les airs. Ce sont des micropuces et elles pourront simplement survoler les territoires ennemis. Elles vont permettre de faire des reconnaissances et de prendre des photos. Et contrairement à un drone, vous ne pourrez pas les abattre. Si un nuage de poussière vous survole et prend des photos des lieux, vous ne pourrez rien faire pour le contrer. Impossible. Et les possibilités sont terrifiantes. La poussière intelligente pourrait être programmée pour entrer dans les poumons des soldats ennemis, voire des populations, pour les asphyxier de manière invisible. Imaginez si c'était un essaim de ces appareils provenant de la base militaire à proximité. Ce serait juste terrifiant. Officiellement, cette technologie potentiellement mortelle n'en est qu'à ses débuts et n'est créée que dans des conditions strictes et contrôlées. À l'heure actuelle, cette technologie est testée en laboratoire. Elle n'est pas suffisamment développée pour que ce soit l'explication de cette vidéo. Cet objet est plutôt étrange. Il change de forme et se déplace à grande vitesse. On ne l'a pas identifié. Et c'est assez inquiétant. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. Nous sommes dans un petit village à Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, en août 2015. Une étrange vidéo est filmée. Il y a une vieille femme chinoise et on dirait qu'elle porte un bonnet de douche sur la tête. Elle a l'air assez âgée. Je pense qu'elle doit avoir plus de 80 ans et elle va... Oh, bon sang.
Sous son chapeau, une étrange excroissance sombre dépasse de son front. Je n'ai jamais vu une chose pareille pousser sur une tête. Ça ressemble à une corne géante. La femme de 87 ans s'appelle Liang Xiuzhen. Mon Dieu, ça n'a pas l'air de lui plaire. J'espère qu'ils pourront le retirer, peu importe ce que c'est. La corne mesure 13 cm et est apparemment solide. Oh, pauvre femme. Comment a-t-elle survécu avec ça? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose précisément? Ou est-ce que ça peut arriver à n'importe qui? Est-ce contagieux? En tant que zoologiste, j'ai vu beaucoup de choses étranges, mais pas à ce point-là. Une femme de 87 ans a été filmée avec ce qui semble être une corne poussant sur son front. L'historien Tony McMahon pense que ce pourrait être dû à un rituel magique. La corne est un élément presque sacré dans la culture chinoise. Les Chinois racontent des légendes vieilles de 3500 ans de créatures à cornes dotées de pouvoirs. Le Qilin est une créature semblable à une licorne, dont l'arrivée peut signifier une mort imminente. Pixiu est un dragon à cornes associé à la richesse. Les animaux à cornes représentent la santé, la vigueur et la pérennité. Dans la mythologie chinoise, avoir des cornes sur la tête est synonyme de pouvoir. La corne du rhinocéros a beaucoup de valeur dans la culture de ce pays. En Chine, la corne du rhinocéros est considérée comme un remède capable de tout guérir, mais également comme un aphrodisiaque puissant pouvant améliorer les performances sexuelles. Il n'y a aucune preuve de tout ça, mais les gens sont prêts à payer s'ils croient qu'un produit leur permettra de se sentir mieux. L'attrait des Chinois pour la corne de rhinocéros illégale a conduit l'espèce au bord de l'extinction en Afrique. Des groupes criminels internationaux fournissent aux braconniers de l'équipement de pointe pour localiser et tuer les rhinocéros. 1 kilogramme de corne peut valoir plus de 50 000 € sur le marché noir. En Extrême-Orient, elle est surtout populaire chez les personnes âgées, car elle est faussement réputée pour prévenir les cancers, les AVC et les maladies en phase terminale. Que ce soit la forme, la position ou la couleur, elle ressemble un peu à une corne de rhinocéros. Mais dans la médecine chinoise, les cornes de rhinocéros sont broyées pour être mangées ou bues avec de l'eau. Elles ne se portent pas. Le biologiste Leslie Samuel découvre des témoignages sur de vraies cornes poussant sur des crânes humains. Un scientifique australien a remarqué un nombre croissant de ses patients présentant une excroissance sur le crâne. À l'université de Sunshine Coast, en 2016, des chercheurs ont examiné au rayon X 218 jeunes Australiens et ont fait une découverte choquante. 41% d'entre eux ont des excroissances osseuses à l'arrière du crâne. Certaines mesuraient plus de 2 cm. Elles sont si grosses qu'on peut les sentir sous la peau en passant la main dessus. Les scientifiques appellent ça un élargissement de la protubérance occipitale externe. Est-ce à cause de l'alimentation, de l'atmosphère? Quelle en est la cause? Les scientifiques pensent que ces cornes sont dues à l'essor des technologies modernes. Nous sommes tellement penchés sur nos téléphones que ça commence à remodeler nos crânes. Les scientifiques émettent l'hypothèse que pencher la tête en avant pour regarder un écran entraîne une croissance des tendons et des os à l'arrière du crâne, en raison de l'augmentation de la charge subie. C'est fou de se dire que la façon dont nous utilisons la technologie et positionnons notre corps peut affecter nos crânes. Mais l'historien Tony McMahon découvre que des cornes poussaient sur des humains bien avant l'ère des smartphones. Au début du 19e siècle, une Française du nom de Madame Dimanche avait sur son crâne la plus longue corne jamais observée. Elle mesurait environ 25 cm. La corne de cette dame poussait directement sur son front, entre ses yeux, et elle est descendue jusqu'à atteindre son menton. J'ai lu des choses sur ces malformations. Je crois qu'elles sont très rares, mais ce sont peut-être des cornes cutanées. Les cas de cornes cutanées sont peu nombreux, mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas touché.
Ces excroissances sont rares, mais elles peuvent arriver à n'importe qui et pousser n'importe où. Au Royaume-Uni, une corne de 13 cm a poussé sur le dos d'un ouvrier de 50 ans en l'espace de 3 ans. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qui cause la croissance de ces cornes cutanées, mais elles sont répandues chez les personnes âgées. Elles peuvent être retirées en toute sécurité par un médecin, tant qu'elles ne sont pas cancéreuses. Les cornes cutanées sont des excroissances dues à une accumulation de kératine. Parfois, elles peuvent être cancéreuses, mais c'est toujours effrayant de voir une corne pousser sur soi. Personne ne sait si la corne de Liang Qiuzhen a été retirée ou non. Cette pauvre femme a l'air agacée, et je pense que je le serais aussi si une énorme corne poussait sur ma tête. Ça n'a pas l'air très agréable.